Bonjour, c'est François Querel, je suis directeur de la rédaction de The Media Leader et je vais vous raconter l'actu des médias de la semaine en 10 minutes chrono. Un épisode spécial aujourd'hui avec un invité exceptionnel, Nicolas de Taverneau, que j'ai interrogé au Media Days à Lille, l'événement organisé par Havas en partenariat avec The Media Leader. Le directeur général de LFP Media revient sur l'annonce de la semaine. Ligue 1 Plus va diffuser le championnat en exclusivité la saison prochaine. Et il analyse également le secteur de l'audiovisuel, confronté à une régulation forte et à une baisse de l'écoute en linéaire. Il parle sans langue de bois, c'est dans un instant. Des mouvements, cette semaine, CMA Média se réorganise avec le départ de Régis Ravanas, le directeur général de RMC BFM. 8 mois après son transfert du groupe M6, le dirigeant quitte la filiale de CMA CGM. Son poste est repris en direct par Claire Léos, la directrice générale de CMA Média, qui annonce d'ailleurs un nouvel organigramme simplifié et qui ouvre d'ailleurs la voie à la création de la régie publicitaire unique, dirigée par Raphaël Porte. On apprend également cette semaine le départ de Virginie Dubo, qui dirigeait notamment la régie de La Tribune et la monétisation côté CMA Média. Elle rejoint JC Decaux pour une grande direction marketing, digital, data et transformation. Et puis, après CMI Média, la filiale, média, du groupe de Daniel Kretinsky, qui a annoncé, la suppression de 87 postes. C'est Prisma Media qui va tailler dans ses effectifs, annonce du Figaro. La direction du leader de la presse magazine envisagerait un plan de départ de 200 à 250 postes sur un peu plus de 700 salariés. Il s'agirait du 3e plan de départ depuis la reprise par Vivendi. Et puis un mot du rachat de Warner Bros. Discovery. Le studio américain a annoncé qu'il rejetait l'offre de Paramount et conserve sa préférence pour celle de Netflix. Et puis toujours outre-Atlantique, coup de tonnerre, la chaîne ABC du groupe Disney va perdre la diffusion de la cérémonie des Oscars au profit de YouTube à partir de 2029. L'Académie souhaite élargir la diffusion en s'appuyant sur la plateforme de Google. Et puis The Media Leader a annoncé cette semaine l'organisation de The Future of TV Advertising Paris. Ce sera le 8 avril au Georges V à Paris. Une édition après le succès de The Future of TV Advertising Global à Londres. C'était il y a quelques jours. La parole de Nicolas de Taverneau est toujours très importante dans un secteur de l'audiovisuel ébranlé. L'ancien patron de M6 garde un œil affûté, même s'il dirige désormais LFP Média, la filiale diffusion de la Ligue de football professionnel. Il a lancé la plateforme Ligue 1 Plus cette saison qui atteint désormais plus d'1 million d'abonnés à mi-saison. Et bonne nouvelle, la plateforme va récupérer le 9e match, celui du samedi à 17h15, qui était détenu par beIN Sports. Ainsi, Ligue 1 Plus détiendra l'exclusivité du championnat la saison prochaine. Une victoire et même un game changer pour Nicolas de Taverneau. Il est l'invité de la semaine depuis les Media Days à Lille. L'exclusivité pour les abonnés est une chose importante dans la mesure où d'avoir plusieurs abonnements pour regarder l'intégralité du championnat a toujours été une difficulté pour la Ligue 1. Et là, de rassembler l'ensemble des clubs de première division sur l'ensemble des journées de championnat est évidemment un progrès pour les abonnés et donc donne une valeur à Ligue 1 Plus qui est supérieure. Vous aviez fixé en saison 4 2,2 millions d'abonnés. Vous êtes, je crois, à la moitié du chemin parcouru. J'imagine que vous allez rehausser vos objectifs. Non, on va pas réviser nos objectifs. On a fait un plan. Ce plan prévoit 1 150 000 abonnés à la fin de cette présente saison. Vous y êtes déjà. Le plan prévoit... Oui, mais enfin, vous savez, il y a du churn dans les abonnements. Il y a des abonnés qui viennent, d'autres qui s'en vont. C'est toujours au début que vous faites le plus gros de vos abonnés, par définition, au début de la saison. Et donc, c'est des objectifs qui sont très ambitieux. Et ces objectifs ambitieux, il va falloir trouver 1 million d'abonnés supplémentaires au cours des 3 prochaines saisons pour aboutir au plan que nous avions présenté lors de la décision de lancer Ligue 1 Plus le 1er juillet dernier. Et donc, ce million d'abonnés supplémentaires, le 9e match, j'espère, va nous aider si les clubs choisissent cette option à l'acquérir. Mais ça présente quand même, il va falloir être très mobilisé de manière forte dans des périodes qui sont quand même un peu plus difficiles économiquement sur
pour aller chercher ce million d'abonnés auprès des fans. Nous en avons à peu près 70% aujourd'hui en streaming, c'est-à-dire sur les 3 plateformes principales ou 4 plateformes qui font du streaming, c'est-à-dire la plateforme Ligue 1+, la plateforme Amazon, la plateforme DAZN et la plateforme Molotov. Puis le reste est sur, si j'ose dire, notamment les FAI, que sont Orange, Free, SFR et Bouygues. Et 2/3 de nos abonnés sont abonnés à d'autres offres de sport et 2/3 sont abonnés à Canal+. Alors justement, Canal+, je crois que vous aviez tenté de négocier pour qu'ils puissent reprendre Ligue 1+ dans leur pack. Ces négociations n'ont pas abouti puisqu'il y a toujours un contentieux en cours. Est-ce que Canal+ semble un peu plus ouvert à la discussion? Ça, il appartient à Canal+ de répondre. Nous avons dit, nous avons toujours été ouverts à des discussions avec Canal+. Simplement, Canal+, comme vous l'avez rappelé, est en procédure contre la Ligue, une procédure quand même importante, puisque c'est, je crois, la 7e procédure en cours sur le même sujet, avec une demande, ça a été plaidé en novembre, une demande de plus de 180 millions, 170 millions d'indemnités. Donc, on n'est pas dans une petite procédure, et encore une fois, c'est, je crois vous dire, moi, j'étais pas là, mais la 7e. Donc ça, c'est quand même une difficulté entre la LFP et Canal+. Et la deuxième chose, Canal+, a fait plutôt le choix des coupes européennes. Elle a renouvelé son contrat des coupes européennes. Nous sommes le football national, le football français. Donc, ce n'est pas, ce choix a été opéré par Canal+. Ça lui appartient de répondre s'ils sont intéressés, dans quelles conditions. Jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé ni les termes financiers ni les termes juridiques d'un accord. Le modèle de la télévision, il est énormément bousculé par la baisse des usages, notamment du linéaire, en même temps encore très dépendant au niveau des recettes publicitaires sur le linéaire. Aujourd'hui, c'est quoi votre vision et est-ce que vous pensez que l'échec de cette diffusion va handicaper ce secteur de l'audiovisuel? Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. La télévision linéaire continue d'exister, continue de faire des audiences importantes, continue de rassembler. C'est vrai qu'il y a une érosion permanente. Alors, il y a quelques articles de presse qui mettent un peu ça très en avant. Il y a une érosion permanente, notamment auprès de la population des moins de 50 ans. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'il y a, disons, 3 réponses qui peuvent être données sur l'érosion du modèle traditionnel de la télévision. La rupture, elle s'est faite avec Internet. Bon, et il y a 3 réponses qui peuvent être données. Première réponse, la production. Les éditeurs de télévision sont d'abord des éditeurs de programmes. Et donc, il faut que ce métier de programme se développe. C'est ce qui a été fait notamment à M6 au travers du cinéma, avec la filiale SND, au travers de la production, au travers de ses productions sur les magazines. Il faut accélérer, et qui, notamment dans la production de podcasts, par exemple pour les radios, il faut accélérer dans ce domaine de la production. Donc ça, c'est une piste importante, peut-être insuffisamment développée à ce jour, notamment du fait des restrictions à nouveau réglementaires entre la production dite dépendante et indépendante. C'est un peu surréaliste quand on voit les grandes manœuvres qu'il y a aux États-Unis dans la production, de voir que en France, il y a des règles extrêmement rigides pour qui empêchent les groupes de se développer correctement dans la production. Je vais vous donner un exemple très concret, parce que c'est des choses tout à fait. Si vous achetez une boîte de production, cinéma, audiovisuel, etc., quand vous êtes un groupe de télévision, la seule conséquence que ça a, c'est qu'elle peut plus travailler avec vous. Elle peut plus travailler avec celui qui l'achète. Pourquoi? Parce que vous êtes au maximum de la production dépendante, dite dépendante, et dès lors que vous avez 1% de capital d'une société de production cinéma ou audiovisuel, elle ne rentre plus dans vos quotas. Donc c'est absurde, ça n'a aucun sens. Et bien pourtant, cette loi existe depuis des années, il y a certains lobbies qui se développent, etc. Donc en France, on n'aime pas les groupes. On n'aime pas les groupes, donc small is beautiful pour les Français. J'en veux pour preuve qu'en autorisant 2 petites chaînes nouvelles et en interdisant, quel que soit, moi je me prononce pas sur l'éditorial, mais des chaînes qui appartenaient à des groupes qui étaient déjà pas énormes, mais un groupe comme Canal+, qui avait C8, ou comme Énergie, qui avait Énergie 12, on les supprime au bénéfice de 2 nouveaux acteurs qui ne sont pas consolidés, qui vont arriver dans un univers qui est déjà extraordinairement fragmenté. C'est un mauvais service à leur donner. Donc, on voit bien qu'en France, on a la culture du petit,
on a la culture du petit indépendant et qu'on n'arrive pas à voir que le monde bouge et qu'on a en face d'énormes mastodontes, qu'ils soient les réseaux sociaux ou que ce soit les plateformes, et qu'on n'arrive pas à regrouper nos forces pour essayer de défendre ce qui est défendable, c'est-à-dire notamment la production française et européenne. Donc ça, c'est la première partie, c'est la production. La deuxième partie, c'est la distribution. Là, les groupes ont fait d'énormes efforts, que ce soit Canal, TF1, M6, pour le streaming. Bon, et il faut poursuivre dans cet effort pour faire de la free-VOD, pour faire de la SVOD. Nous avons été en 2008 le premier à faire M6 Replay sur le streaming. À l'époque, il existait peu. Donc ça, je pense que les efforts sont poursuivis et énormément de choses qui sont faites par les différents groupes. Et puis la troisième chose, c'est la consolidation. La consolidation qui est nécessaire parce que aujourd'hui, encore une fois, il faut mettre l'argent dans les contenus et pas dans les structures. Et il faut avoir un poids vis-à-vis de la distribution en tant qu'éditeur qui soit plus important, puisque nous sommes des intermédiaires. Les chaînes de télévision sont des intermédiaires, car aujourd'hui, vous êtes distribué par les téléviseurs connectés, vous êtes distribué par des FAI, vous êtes distribué par des plateformes. Et donc, quand vous êtes des intermédiaires, il faut que vous puissiez peser, c'est comme les grandes marques agroalimentaires, je veux dire, vis-à-vis de la distribution, il faut que vous puissiez peser sur la distribution. Pour peser sur la distribution, il faut que vous ayez un rapport de force, y compris vis-à-vis des fabricants de téléviseurs comme LG ou Samsung, qui vous réclament des conditions pour être bien placés dans l'offre de téléviseurs connectés. Voilà. Donc c'est un poids économique et un poids éditorial nécessaire pour y arriver. Alors il faut convaincre les autorités de concurrence, il faut convaincre le législateur. Aujourd'hui, il y a un vrai temps de retard, très gros temps de retard, entre la législation, l'application de ces législations et des décisions qui nous appartiennent. Hein. C'est en Europe et en France que ces décisions nous appartiennent. Et moi, je suis un peu navré, si vous voulez, de voir que il y a les grandes manœuvres se font dans les pays non européens et que en France notamment, eh ben, on a des décisions qui sont extraordinairement lentes, difficiles, voire contre-productives pour avoir des grands acteurs ou des acteurs qui résistent à cette concurrence internationale. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'en profite pour remercier les équipes d'Audion qui nous accompagnent pour produire chaque semaine cet épisode. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. C'était le dernier épisode de l'année 2025. On se retrouvera début 2026 pour une nouvelle saison de 100% Media Week avec The Media Leader. Évidemment, chaque vendredi à partir de 6h sur toutes les plateformes d'écoute.